Bonjour, je suis le professeur Chantal Henry, je travaille à l'université de Paris-Est et je vais vous parler des troubles bipolaires et de leur prise en charge. Ma présentation comprend 4 parties. Tout d'abord, une présentation des critères afin d'avoir une meilleure connaissance des troubles, puis la recherche des indices de bipolarité. Ensuite, existe-t-il des outils et lesquels pour une aide au diagnostic, et enfin, les principes de prise en charge. Il existe 2 types de troubles bipolaires, le trouble bipolaire de type 1 et le trouble bipolaire de type 2. Le type 1 est caractérisé par la présence d'au moins un épisode de manie, et le type 2, il faut qu'il y ait eu au moins un épisode d'hypomanie, donc de période d'exaltation moins sévère, comme nous allons le voir, et que cet épisode soit associé à un ou plusieurs épisodes dépressifs. La différence entre les manies et les hypomanies, c'est que les manies ont une plus grande sévérité et entraînent forcément une altération du fonctionnement ou entraînent une hospitalisation ou sont associées à des symptômes psychotiques. Les épisodes dépressifs, quant à eux, sont identiques dans les 2 troubles. Cette distinction entre les troubles bipolaires de type 1 et 2 est apparue en 1994 dans le DSM-4 pour justement introduire des formes moins bruyantes, les troubles bipolaires de type 2, mais dont les conséquences sont aussi dramatiques car le risque suicidaire est le même entre les 2 pathologies. Quels sont les critères de diagnostic d'un état d'exaltation ? Il s'agit de modifications pathologiques de l'humeur et du niveau d'énergie qui vont être en rupture avec le fonctionnement habituel et qui vont durer au moins 1 semaine pour l'état maniaque et au moins 4 jours pour l'hypomanie. Nous avons tout d'abord des perturbations qui touchent la sphère de l'humeur, des émotions et du contenu de la pensée. En effet, l'humeur va être particulièrement expansive, exaltée, en général à tonalité euphorique, mais très souvent irritable. Mais surtout, ce qui caractérise l'humeur des patients maniaques ou hypomanes, c'est la grande labilité émotionnelle. En fait, les émotions sont extrêmement versatiles en fonction de ce qui se passe dans l'environnement. Et également, il va y avoir une hyper-réactivité émotionnelle, c'est-à-dire que les réponses émotionnelles sont totalement disproportionnées par rapport aux stimuli qui les déclenchent. Il existe également une augmentation de l'estime de soi, des idées grandioses qui pourront aller jusqu'à des idées délirantes mégalomaniaques, et généralement la conscience du trouble n'est pas très bonne. À ces symptômes vont être associées des perturbations de la sphère psychomotrice avec des modifications du cours de la pensée et de la motricité. Il existe effectivement une tachypsychie, c'est-à-dire une accélération des idées qui va transparaître dans le discours et le patient parlera de sa fuite des idées avec l'impression que les idées fusent dans sa tête. Le discours est totalement logoréique, accéléré et sera émaillé de coq à l'âne et de jeux de mots. Le patient présente également une grande distractibilité, une altération de l'attention et de la concentration et bien sûr il peut présenter dans les états de manie une grande agitation motrice avec une hyperactivité qui est souvent stérile. Le patient commence tout mais ne termine rien et parfois il existe une augmentation des activités dans un but beaucoup plus dirigé mais parfois le patient se lancera dans des projets totalement irréalistes. Il existe également des perturbations du sommeil, de l'alimentation et de la sexualité. Généralement, le patient a une insomnie partielle, voire totale, ou ne dormant que quelques heures. Et la particularité de cette insomnie, c'est qu'il n'est pas associé à une sensation de fatigue. La plupart du temps, il existe une anorexie où l'alimentation est totalement anarchique et conduit le plus souvent à un amaigrissement. Il existe également une augmentation de la libido, entraînant une hypersexualité qui peut entraîner des situations à risque. Quelques données épidémiologiques et l'impact des troubles.
Le trouble bipolaire de type 1 concerne 1% de la population générale et 1 à 2% pour le trouble de type 2. Le trouble bipolaire de type 2 est plus fréquent chez la femme alors que le sexe ratio est le même pour le trouble de type 1 et le trouble de type 1 correspond à ce que l'on appelait la psychose maniaco-dépressive. Le début des troubles généralement se situe entre 15 et 25 ans, bien qu'il puisse exister des formes à début beaucoup plus tardifs. L'impact majeur souvent sera dû aux épisodes dépressifs majeurs, notamment dans les troubles bipolaires de type 2, et également dans 50% de leur vie, les patients vont avoir des symptômes dépressifs subsyndromiques qui évoluent donc sur le mode chronique et qui vont impacter très largement leur fonctionnement. Le risque suicidaire, comme nous l'avons déjà dit, est équivalent entre les troubles bipolaires de type 1 et 2. Et la grosse difficulté pour les troubles bipolaires de type 2 sera le diagnostic différentiel et de faire le diagnostic, car les hypomanies sont extrêmement difficiles à repérer, car le patient ne les perçoit pas comme pathologiques. Donc le diagnostic différentiel se fera notamment avec les récurrences dépressives, donc le trouble unipolaire, mais également avec les troubles anxieux, voire avec des prises de toxiques et notamment avec l'alcool qui, sur un mode chronique, va entraîner également une instabilité émotionnelle. Et le diagnostic différentiel peut se poser également avec des troubles de la personnalité et notamment le trouble de la personnalité borderline où il existe également une instabilité émotionnelle assortie d'une impulsivité. Les troubles bipolaires seront très souvent associés à d'autres troubles, des troubles psychiatriques mais également à une comorbidité somatique. Parmi les troubles psychiatriques les plus souvent associés, on retrouvera les troubles addictifs, notamment avec l'alcoolisme, qui touchera environ 50% des patients sur la vie entière. Ça ne veut pas dire qu'ils vont présenter un alcoolisme toute leur vie, mais à un moment donné. Il existe également une fréquence importante de troubles anxieux associés aux troubles bipolaires, et notamment le trouble panique et les troubles obsessionnels compulsifs. Nous retrouverons également dans 30% une association avec un trouble à type de déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Il peut d'ailleurs s'agir d'un diagnostic différentiel également. Le trouble bipolaire peut être aussi associé à des troubles de la personnalité, donc il s'agit soit parfois de faire un diagnostic différentiel avec un trouble de la personnalité de type borderline, mais parfois il peut y avoir une association trouble de la personnalité plus fluctuation de l'humeur de type bipolaire. Les conduites alimentaires sont également fréquentes. Les comorbidités somatiques, quant à elles, sont essentiellement le syndrome métabolique qui vont favoriser bien sûr l'émergence de pathologies cardiovasculaires. Il existe aussi une fréquence accrue de diabète chez les patients bipolaires. Il convient donc de prendre en charge toutes ces pathologies associées afin de diminuer le risque d'espérance de vie. Comme nous l'avons vu, les troubles bipolaires peuvent être extrêmement difficiles à diagnostiquer et notamment les troubles bipolaires de type 2. Il va donc falloir chercher des indices de bipolarité chez des patients qui présentent des troubles dépressifs. La première chose sera d'essayer de repérer des hypomanies alors que le patient, la plupart du temps, ne considère pas ces états comme pathologiques. Pour cela, nous interrogerons le patient pour savoir s'il existe des ruptures dans son niveau d'énergie et d'activité avec des périodes où l'activité est beaucoup plus importante et totalement en rupture avec ce qui se passe dans les jours qui précèdent. Il s'agit aussi d'interroger les apparentés qui peuvent repérer beaucoup plus facilement que le patient ces périodes en fait de grande activité et d'humeur totalement différentes de ce qu'est l'état habituel du patient. Parmi les indices de bipolarité se trouve l'âge de début. Lorsqu'un patient présente un épisode dépressif avant l'âge de 25 ans, il peut en fait s'agir d'un trouble bipolaire qui débute.
D'autre part, les récurrences fréquentes d'épisodes dépressifs peuvent être également un indice de bipolarité et on considère qu'au-delà de 3 épisodes dépressifs, il faut vraiment chercher très activement ces indices de bipolarité. Concernant les antécédents familiaux, lorsqu'il existe des troubles bipolaires chez des apparentés de premier degré, le risque est augmenté. Certains tempéraments peuvent également situer les patients dans un spectre des troubles bipolaires, lorsqu'il s'agit notamment de tempéraments hyperthymiques, à savoir des gens très entreprenants, dormant peu et extrêmement investis dans différentes activités. Tout épisode survenant en postpartum chez la femme nécessite que l'on s'interroge sur une potentielle bipolarité et certaines caractéristiques de dépression vont devoir aussi interroger sur cette bipolarité potentielle. C'est le cas notamment des dépressions avec caractéristiques de mixité. Ces dépressions avec caractéristiques de mixité sont caractérisées par des réponses émotionnelles très douloureuse mais très forte. En fait, il n'existe pas cet abrasement des émotions que l'on voit la plupart du temps dans les dépressions classiques. Il existe également une tension interne extrêmement importante assortie d'une irritabilité et il n'existe pas de ralentissement cognitif mais plutôt une accélération en fait des processus idéiques, surtout en fin de journée, mais qui n'ont pas le caractère jouissif des hypomanies. D'autre part, les réponses particulières aux antidépresseurs peuvent alerter. Il s'agit d'une part des réponses spectaculaires aux antidépresseurs, en quelques jours une amélioration spectaculaire, mais également des dépressions qui ne répondent pas aux antidépresseurs. Il existe des outils de dépistage qui ne sont en rien des outils permettant de faire un diagnostic, mais de rechercher des indices de bipolarité. Le plus connu est le Mood Disorder Questionnaire que vous pourrez trouver facilement sur Internet. Il s'agit d'un autoquestionnaire comprenant 13 items et lorsque le patient répond à oui à au moins cet item, on peut suspecter une bipolarité qu'il faudra alors rechercher rechercher des critères classiques de bipolarité, ce d'autant plus que ces items sont survenus sur une même période et que le patient estime que ça a entraîné des problèmes sérieux ou modérés pour lui. Quels sont les principes de prise en charge d'un patient atteint de troubles bipolaires ? Il faudra tout d'abord évaluer les risques et la nécessité d'une hospitalisation au cours d'un épisode. En ce qui concerne les épisodes dépressifs, bien évidemment le risque majeur est le risque suicidaire, qu'il faudra évaluer en recherchant systématiquement des idées suicidaires, son intentionnalité s'il existe des scénarios en fait de mise en acte d'un suicide. Il faut également rechercher des antécédents personnels de tentatives de suicide et des antécédents familiaux qui majorent le risque lorsqu'ils sont présents. Au cours des épisodes maniaques, il faut rechercher les conduites à risque et notamment les dépenses inconsidérées que peuvent faire les patients au cours de ces phases et qui peuvent nécessiter des mesures spécifiques de protection et notamment en urgence la sauvegarde de justice. En ce qui concerne les principes de prise en charge au long cours, il faudra bien sûr évaluer la compliance au traitement, qui reste un facteur de risque important de décompensation. D'autre part, il est important de proposer de l'éducation thérapeutique aux patients, mais également aux familles, d'évaluer systématiquement les comorbidités psychiatriques et somatiques qui nécessiteront parfois une prise en charge spécifique, et d'autre part d'évaluer en fait si au-delà de la guérison symptomatique on obtient une guérison fonctionnelle avec un retour à un fonctionnement antérieur correct et traquer les troubles cognitifs qui peuvent persister en fait au-delà des épisodes thymiques et également les symptômes subsyndromiques, notamment les symptômes dépressifs subsyndromiques. Principe de prise en charge, tout d'abord d'un épisode maniaque ou hypomane. L'objectif est de contrôler rapidement l'agressivité, l'agitation, l'impulsivité et pour les épisodes maniaques, la plupart du temps, il faudra procéder à une hospitalisation.
Les traitements pharmacologiques utilisés sont le lithium, les anticonvulsivants et les antipsychotiques qui, en fonction de la sévérité de l'état, pourront être prescrits seuls ou en combinaison. Bien évidemment, il faudra interrompre les antidépresseurs si le patient reçoit ce type de traitement. En ce qui concerne le traitement des épisodes dépressifs, l'objectif sera bien sûr la rémission des symptômes dépressifs, mais tout en évitant le déclenchement d'un épisode maniaque ou hypomane. Le risque majeur étant le risque suicidaire, il convient d'évaluer ce risque afin de voir s'il y a une nécessité d'hospitalisation qui peut parfois être fait sous le mode de la contrainte. Le traitement de base sera un régulateur de l'humeur qui pourrait être associé éventuellement à un antidépresseur ou éventuellement à certains antipsychotiques atypiques. Un antidépresseur en monothérapie n'est jamais recommandé. Le traitement au long cours se fera avec la prescription d'un thymorégulateur en monothérapie si possible et sera toujours assorti d'une prise en charge en psychothérapie. Bien évidemment, il faudra prendre en charge les troubles associés, tant psychiatriques que somatiques. Certains troubles psychiatriques pourront requérir des psychothérapies spécifiques. La prise en charge d'un patient ayant un trouble bipolaire peut se faire dans le cadre de la médecine générale, mais généralement l'instauration du traitement ainsi que la confirmation du diagnostic passe le plus souvent par un avis spécialisé. Quels sont les facteurs de risque de réduction de l'espérance de vie chez les patients atteints de troubles bipolaires ? Voici ce que vos confrères ont répondu. Les bonnes réponses sont A. Le suicide, B. Les comorbidités somatiques, C. Les comorbidités psychiatriques. Le lithium, par contre, est une molécule qui a montré son efficacité pour réduire le risque suicidaire. Comme je vous l'ai dit, il existe une réduction de l'espérance de vie d'environ 10 ans chez les patients bipolaires.